Chapitre 28. Il ne faut pas la plaindre, affirmai-je. Nous avions quitté la zone des restaurants, laissant derrière nous une écœurante odeur de friture, et nous descendions les escalators vers la sortie du Prudential Center. Ma sœur n'est pas comme vous et moi. Elle ne crée pas de lien. Elle n'éprouve pas d'empathie et ne trouve pas de réconfort auprès des autres, comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'elle est seule qu'elle en souffre forcément. En fait, elle ressentirait la même chose au milieu d'une pièce bondée, ou même dans les bras d'un homme qui se dirait amoureux d'elle. Cela fait partie de son trouble de la personnalité. Autrement dit, le confinement en cellule individuelle n'est pas vraiment une punition dans son cas, demanda Didi. Oui et non. Ce qui lui manque, ce n'est pas la compagnie des autres, mais la stimulation. Elle ne souffre peut-être pas de sa solitude, mais elle s'ennuie. Pas assez pour changer de comportement, constata Phil. Le changement nécessaire serait trop profond. Les troubles de l'attachement sont excessivement difficiles à traiter. C'est avec les patients de moins de 5 ans qu'on a les meilleures chances de réussite. Étant donné que Shanna a passé toute son adolescence et toute sa vie d'adulte derrière les barreaux, c'est vrai qu'elle a mélangé du sang à sa compote de pommes, demanda Didi. Pour le plaisir de choquer, lui expliquai-je. La directrice lui avait attribué un nouveau conseiller, ce qui, vu la vie sociale très limitée de Shanna, revenait à lui offrir une nouvelle proie. Shanna a raconté à ce type qu'elle était la servante du diable et que mélanger du sang à sa compote faisait apparaître des motifs qui lui permettaient de prédire l'avenir. De voir, par exemple, qu'il serait mort avant la fin du mois. Alors quand il a fait une crise cardiaque à peine 3 semaines plus tard... Incroyable, dit Didi en s'arrêtant net. Pas vraiment une crise cardiaque, la rassurai-je. Une attaque de panique, très probablement déclenchée par les 3 heures hebdomadaires qu'il passait en compagnie de ma sœur. Inutile de vous dire qu'il a pris sa retraite. Et que ma sœur s'est remise à mijoter de nouvelles manières de se divertir. Comme d'entrer en relation avec un tueur, suggéra Phil. Je ne savais plus quoi dire. D'un seul coup, je me sentais vidée, lessivée, déchirée entre ce que je comprenais de ma sœur d'un point de vue professionnel et ce que j'avais envie de ressentir à son sujet d'un point de vue personnel. Comme quoi, ce n'était pas parce que j'étais insensible à la douleur que ma famille ne pouvait pas me faire souffrir. Elle rêvait de moi. Elle murmurait mon nom. Ma grande sœur. Nous n'avions passé qu'une poignée d'années ensemble. Une chez nos parents, 2 dans diverses familles d'accueil. Et pourtant, nos vies étaient inextricablement liées. « Vous avez déjà joué au jeu du bar ?» demandai-je. Les 2 enquêteurs s'étaient immobilisés. Nous nous trouvions au pied du Prudential Center, sur un trottoir noir de passants, dont les flots s'écoulaient autour de nous. Un après-midi dans le centre-ville de Boston. Des banlieusards, des touristes, des habitants du quartier, qui tous vaquaient à leurs très importantes occupations. Pendant que nous parlions meurtre, avec l'air vif de cette fin d'automne sur nos joues, et le soleil qui pensait déjà à décliner. « Le jeu du bar », répétai-je. On y jouait tout le temps quand j'étais étudiante en psychiatrie. Vous allez dans un bar, vous observez les consommateurs, et vous devinez la vie de tous les habitués. En tant que futur médecin, on se faisait une fierté d'interpréter leur langage corporel. Vous êtes enquêteur. J'imagine que vous devez aussi être très fort. Didi et Phil me regardaient, sans avoir l'air de comprendre où je les emmenais. D'accord, nous aussi on aime les jeux de bar, finit par répondre Didi. Et alors ? Je parie que vous repéreriez à 3 kilomètres le type fraîchement divorcé. Forcément. Ma sœur aussi. Un silence, et je les vis tirer les conséquences de ce qui venait d'être dit. D'après vous, conclut Phil, elle a deviné que Frankie était en plein divorce rien qu'en l'observant. Pas bien sorcier. Jusque-là, il venait au travail avec son casse-croûte, emballé par sa femme. Il ne le fait plus. Jusque-là,
Il portait un uniforme tout propre, lavé par sa femme. Ce n'est plus le cas. Et puis, il modifie ses habitudes, se met à passer toute la nuit au pénitencier alors qu'il n'est pas de service. Un type avec une réputation de misogyne comme Frankie devait être marié avec une femme au foyer qui pourvoyait à tous ses besoins. Une femme qui faisait le ménage, la cuisine, aux petits soins pour lui. Donc, le jour où elle a pris ses clics et ses claques, l'impact sur la vie de Frankie ne pouvait que sauter aux yeux. Dans un bar bondé, j'aurais su le décoder. Et vous aussi. Alors pourquoi pas ma sœur, qui n'avait rien de mieux à faire de ses journées? Ils examinèrent la question. Mais elle n'était pas seulement au courant de sa récente séparation, fit remarquer Didi. Peut-être qu'elle avait glané de précieuses informations en écoutant les bruits de couloir. D'autres ont laissé tomber des allusions. Elle les a ramassées. Et puis, tout est dans le ton. Il s'agit moins de savoir réellement que de donner l'impression qu'on sait. Christy a appelé ça du vaudou. Le plus probable, c'est que ma sœur est simplement très douée pour les tours de passe-passe. Elle écoute, elle analyse, et boum, elle frappe. Elle aurait écouté et analysé le deuxième surveillant, Richie, au point qu'il se serait laissé tuer, s'étonna Phil, la mine soucieuse. Je crois qu'elle a vu qu'il avait une conscience. Le reste ne devait pas être très difficile. « Vous voulez dire que vous seriez capable de le faire ?» demanda Didi, comme par défi. « Sauf que, moi aussi, j'ai une conscience, » lui rappelai-je. Me rappelai-je à moi-même. « Vous pensez que Christy disait peut-être vrai ?» reprit Phil. « Votre sœur aurait manœuvré ces deux surveillants, et peut-être même qu'elle aurait obtenu du troisième, Howard, qu'il se tue en voiture. Mais ce ne serait pas grâce à des informations venues de l'extérieur. Elle les aurait juste manipulées. Je crois que nous ne devrions pas attribuer trop de super-pouvoirs à ma sœur. On lui colle déjà assez de superlatifs comme ça. « Et qu'est-ce qu'on en déduit ?» demanda Didi. Je pris une grande inspiration. Qu'elle ne l'a pas fait. « Pas fait quoi ?» demanda Didi, sceptique. « Tuer Donnie Johnson ? Assassiner une détenue, poignarder deux surveillants, manipuler le tueur à la rose, ou tout ça à la fois ? » Elle n'a pas tué Donnie Johnson, répondis-je. Et à l'instant où ces mots franchirent mes lèvres, je sus qu'ils étaient justes. Toujours cette histoire de projection, vous voyez ? Les 3 meurtres au pénitencier, ceux sur lesquels nous avons le plus d'informations, avaient tous le même objet. Protéger. C'est le facteur déclenchant chez Shanna. Voir un fort sans prendre à un faible. Dans ce cas, elle s'identifie à la victime et intervient. Sauver cet enfant aujourd'hui, c'est sauver l'enfant qu'elle était hier. Même dans le cas de l'agression dont elle a été victime, cette détenue qu'elle a tuée dans un geste de légitime défense, c'est la même logique qui était à l'œuvre. Ça s'est passé au début de son incarcération, et cette détenue était plus grande et plus expérimentée. Là encore, un fort avait attaqué un faible. Mais Donnie Johnson n'était pas un fort, remarqua Phil. Non, Donnie était précisément le genre de personne qu'elle aurait eu envie de protéger. Alors que s'est-il passé ? demanda Didi. Je secouai la tête. Je ne sais pas. Shanna a plaidé la légitime défense en prétendant que Donnie avait tenté de la violer. Franchement, ça n'a jamais tenu debout. Pas avec les centimètres qui les séparaient, et encore moins avec les personnalités qu'on leur connaissait. Donnie a été présenté comme un gentil matheux introverti, et Shanna comme une gamine des rues cruelle, qui l'a persuadée de se rendre à un rendez-vous dans l'unique but de l'assassiner. Pour le frisson du premier meurtre, si on veut. Devant un crime aussi odieux, il a fallu moins d'une journée au jury pour condamner une adolescente à la perpétuité. Voilà le genre d'affaire que c'était. Le genre d'accusé que faisait Shanna. Cet épisode remonte à 30 ans, rappela Phil. Votre sœur était une gamine, impulsive, en plein bouleversement hormonal, incontrôlable. Si ce meurtre était différent, c'est peut-être que votre sœur aussi était différente. Les facteurs déclenchants ne changent pas, répondis-je simplement.
On aimerait bien pouvoir les modifier aussi facilement. Alors pourquoi n'a-t-elle pas davantage protesté? Demanda Didi. Parce que c'est Shanna. Parce qu'elle est réellement atteinte d'un trouble de la personnalité qui l'empêche d'avoir des relations normales avec autrui. Que ce soit son avocat, un juge ou des jurés. Il est aussi possible qu'elle ait déjà été dépressive à l'époque. Je ne sais pas. Je ne l'ai revue que 10 ans plus tard. Je ne connais pas la Shanna de 14 ans. Mais si elle était dépressive, le pire devait lui sembler probable. Alors, quand il arrive, à quoi bon lutter? Phil hocha la tête. Il semblait troublé. Que ma sœur psychotique de 44 ans soit enfermée ne lui posait aucun problème. Mais repenser à l'adolescente, à l'enfance traumatisante qu'elle avait été, c'était plus pénible. À juste titre. Et son avocat? Demanda Didi. Il a dû se battre pour une cliente de 14 ans. C'était le meilleur qu'on pouvait avoir gratuitement, lui assurai-je. Didi leva les yeux au ciel. Par ailleurs, Charlize Garzi prétend avoir retrouvé des lettres de Shanna à son cousin, mais je n'y crois pas non plus. Shanna déteste les personnalités soumises. Jamais elle n'aurait été attirée par un garçon plus petit, plus jeune, plus vulnérable. Il a des lettres? Qu'il aurait découvertes après le suicide de son oncle. Vous croyez qu'il les a inventées pour vendre son bouquin? Je n'en avais aucune idée. Peut-être qu'il existe vraiment des messages, mais qu'il les a mal interprétés? Il pourrait s'agir d'une communication codée, ou alors ces lettres n'étaient pas du tout destinées à Donnie. Lui n'était que le messager, ou alors... Je m'interrompis, réfléchis. Donnie était intelligent, toujours le nez fourré dans ses livres, c'est ça? Peut-être qu'il tenait la plume pour Shanna. Elle-même n'était pas franchement une première de la classe. Encore aujourd'hui, son écriture, son orthographe. Disons qu'un mot rédigé de sa main ne donne pas une image flatteuse de ses capacités intellectuelles. Didi était toujours soucieuse. « Vous pensez qu'elle aurait tout manigancé ?» dit-elle subitement. « Je veux dire, ces nouveaux meurtres, » reprit-elle avec un moulinet de la main. « Vous avez entendu Christie. Shanna croupit sous les verrous sans le moindre espoir de revoir la lumière du jour. Elle est intelligente, elle s'ennuie, elle a du temps à revendre. Pourquoi ne pas mijoter une série d'assassinats compliqués pour ensuite se donner le beau rôle? Il s'est passé plus de 10 ans depuis qu'elle s'est posée en héroïne en zigouillant Frankie machin chose d'une centaine de coups de couteau. Maintenant elle peut s'attaquer au tueur à la rose. Un peu de chair fraîche, comme vous dites. Je n'étais pas d'accord. Je crois que vous étiez dans le vrai ce matin. Il y a un lien entre le tueur à la rose et ma sœur. Mais ce n'est pas Harry Day, c'est Donnie Johnson. C'est ce qui s'est réellement passé il y a 30 ans. Le secret que le tueur à la rose ne veut pas que Charlize Garzi déterre. On en revient à Charlize Garzi, constata Didi avec un coup d'œil vers Phil. Non, la corrigeai-je, ce qui me valut un regard noir. Il n'a pas encore découvert le secret. C'est bien le problème. Il faut trouver la personne qui le détient. Et pour ça, il se pourrait que je puisse rendre service. La dernière famille d'accueil de Shanna habitait dans la rue des Johnson, et il y a des chances que la mère ait gardé quelques souvenirs de ce gamin. Or, il se trouve que j'ai son nom et son numéro de téléphone. Brenda Davis se souvenait encore de moi. Nous ne nous étions rencontrés qu'une seule fois, près de 6 ans auparavant, quand j'avais repris le suivi psychiatrique de ma sœur et que j'avais interrogé Brenda pour les besoins de mon enquête préliminaire sur les antécédents de ma patiente. À l'époque, la conversation avait exclusivement porté sur Shanna. Brenda ne sembla pas surprise de mon appel, ni du fait que je puisse avoir de nouvelles questions sur le meurtre de Donnie Johnson. Malgré un agenda mondain très chargé, elle était disponible si nous voulions passer tout de suite. Nous partîmes pour South Boston, Phil au volant. Sur la route, je lui demandai de faire un arrêt chez un traiteur italien pour acheter des pâtisseries. Ça paraissait la moindre des choses, étant donné que nous allions nous imposer chez une femme d'un âge désormais respectable pour parler d'une époque qu'elle avait certainement passé les 30 dernières années à essayer d'oublier. Brenda ouvrit la porte de sa maison délabrée.
et cligna des yeux sous la lumière du jour, alors même que le soleil était en train de se coucher et que la journée tirait à sa fin. « Docteur Glenn », dit-elle immédiatement. Elle semblait avoir perdu des centimètres depuis notre dernière entrevue. Sa silhouette arrondie s'était voûtée, et ses cheveux gris dressés sur sa tête lui donnaient l'air d'un hérisson, dans sa robe de chambre à fleurs vertes. Je lui présentai les enquêteurs. Elle les salua d'un signe de tête respectueux, mais déjà elle se tordait les mains. Je lui tendis la boîte de gâteaux. Une étincelle de gratitude passa dans son regard bleu délavé, puis elle remonta le couloir sombre du rez-de-chaussée pour nous conduire jusqu'au salon, qui occupait l'arrière de cette maison étroite à 2 étages. Elle désigna un canapé marron défraîchi, puis s'employa à déplacer les montagnes de papier qui encombraient la table basse. Elle en déposa une par terre, où elle rejoignit un grand nombre de ses semblables. Phil et Didi regardaient autour d'eux avec circonspection. 6 ans plus tôt, je m'en souvenais, la maison de Brenda Davis était en désordre. Mais désormais, on pouvait parler d'accumulation pathologique. Pour compenser la perte des enfants qu'on lui avait confiés, le vide laissé par la disparition de son mari, le crépuscule de son existence qu'elle devrait désormais affronter seule. Je regardais la cuisine pleine à craquer, le séjour exigu, et regrettais déjà les questions que nous allions poser à cette gentille dame. Son mari et elle avaient fait partie des meilleures familles d'accueil. Elle en était fière, d'ailleurs. C'était pour cette raison qu'on avait envoyé ma sœur chez eux. Sauf qu'au lieu d'aider Shanna à trouver le chemin du bonheur, ils étaient devenus une ruine de plus sur son parcours. Le meurtre de Donnie Johnson avait détruit leur réputation dans le quartier et la foi qu'ils avaient en leur travail. Il me vint à l'idée que Charlize Garzi tenait un bon filon. L'histoire complète de ce meurtre restait à explorer. Toutes ces vies bouleversées, celle de Brenda Davis, celle des Johnson, celle de leurs proches, les Garzi, celle de ma sœur, et maintenant la mienne. Un acte odieux, tant d'ondes de choc. « Café? Thé ?» proposa Madame Davis. Elle s'était activée dans la cuisine, déplaçant des piles de vaisselle sale, des cruches à eau vide, pour finalement dénicher une assiette propre. Elle y disposa l'assortiment de choux à la crème, cannolis et macarons, puis, précautionneusement, l'emporta de son pas traînant vers la table basse. Phil lui prit aimablement l'assiette des mains. Didi et lui refusèrent le café. Puis, devant son air déconfit, se ravisèrent et affirmèrent qu'un café leur ferait grand plaisir. Le visage de Madame Davis s'illumina de nouveau, et elle retourna dans la cuisine pour continuer sa popote dans un espace qui n'avait sans doute vu ni serpillière, ni éponge depuis des années. Phil et Didi étaient assis avec raideur sur le canapé, Didi le bras gauche collé au corps. Je pris le fauteuil relax miteux au bout de la table basse. Sorti de nulle part, un chat tigré orange sauta sur mes genoux. Puis 2 ou 3 autres matous pointèrent le bout de leur nez. Il fallait s'y attendre. Didi se retrouva avec un chat au pelage noir et blanc, les yeux verts, qui donna des coups de museau agressifs à son épaule blessée. Elle le chassa d'un psst. Il sauta par terre et s'éloigna avec majesté, en remuant la queue. « Allons, Tom !» lança Madame Davis, depuis la cuisine. « N'ennuie pas nos invités. Aucun sens des bonnes manières, celui-là. Je l'ai recueilli dans la rue quand il était petit, et il n'en est pas reconnaissant pour 2 sous. Voilà, nous y sommes. » Madame Davis revint et apporta les mugs de café instantanés, un par un. Phil se leva d'un bond, sans doute pour échapper à de nouvelles avances de la part de Tom, et lui donna un coup de main. Quand nous eûmes tous repris nos places, Madame Davis s'assit en face de moi. Elle n'avait pas de café et ne toucha pas au gâteau. Les mains jointes sur les genoux, elle attendait, l'air interrogateur. 2 des chats se blottirent contre elle, un de chaque côté, comme des sentinelles. Et ce fut alors que je lus le chagrin dans son regard, profond et pénétrant. Un chagrin que tous les chats et tout le désordre du monde n'apaiseraient jamais.
Elle souffrait et acceptait sa souffrance. Assise en face de nous, elle savait que nos questions allaient la blesser, mais elle s'y résignait. « Merci de nous recevoir dans d'aussi brefs délais, » commençai-je. « Il s'agit de votre sœur, vous disiez ?» De nouvelles questions sont apparues concernant la mort de Donnie Johnson. Son assassinat, vous voulez dire? Voilà. Les enquêteurs ici présents souhaiteraient vous poser des questions sur cette époque. Sur Shanna, Donnie, le voisinage, tout ça. Madame Davis pencha la tête sur le côté. Elle fit la grimace, sembla hésiter, puis céda avec un petit hochement de tête. « Eh bien, ça commence à dater maintenant, vous savez. Mais vous avez de la chance, on dirait qu'avec l'âge, ma mémoire préfère le passé au présent. Si vous me posiez des questions sur la semaine dernière, je ne suis pas certaine que je pourrais vous aider. Mais il y a 30 ans... » Elle poussa un soupir. « Sur ce qui s'est passé il y a 30 ans, j'ai encore des souvenirs que j'aimerais mieux oublier. »« Parlez-nous de Shanna, » intervint Didi. Madame Davis me lança un regard, comme si elle hésitait sur la conduite à tenir en ma présence. « Vous pouvez y aller, » la rassurai-je. « Je ne nourris aucune illusion sur ma sœur. Vous n'avez pas à craindre d'en dire du mal devant moi. »« C'est un monstre !» répondit aussitôt Madame Davis. Sans émotion, juste un constat. Pourtant, on en avait accueilli des gamins, Jérémia et moi. Des enfants perturbés, tristes, en colère. Des garçons, des filles, tous les âges. On croyait qu'on avait tout vu, qu'on saurait faire face à tout. Nous étions arrogants. L'orgueil est un péché et le diable a envoyé Shanna pour signer notre perte. « Vous aviez d'autres enfants à cette époque ?» demanda Phil. « 3. Un adolescent, Samuel, qui avait 17 ans et qui vivait chez nous depuis 3 ans. Jérémia l'avait formé et lui avait appris la menuiserie. C'est un problème, vous savez, avec le système de l'aide à l'enfance. Dès que les gamins ont 18 ans, c'est fini. L'État les lâche dans la nature, qu'ils soient prêts ou non. Sam était inquiet pour son avenir, mais Jérémia pensait pouvoir lui trouver un emploi chez un ami. Et nous lui avions dit qu'il pourrait rester chez nous. Nous le considérions comme notre fils. Peu importe ce que pourraient dire les services sociaux, nous n'allions pas lui tourner le dos. « Vous avez encore de ces nouvelles ?» demanda Didi. « Oui, il vit à Alston maintenant. Il passe à l'occasion, mais tout le monde est tellement occupé de nos jours. Et la menuiserie n'est plus ce qu'elle était. Il se déplace beaucoup pour trouver du travail. Je ne le vois sans doute plus aussi souvent qu'autrefois. » Je remarquai que sur ses genoux, Madame Davis se tordait les mains avec une telle violence que ses doigts en étaient devenus blancs. Un des chats, un matou gris, lui donna un coup de museau. Docilement, elle le caressa en réponse. Sur mes genoux, le chat orange ronronnait tout son soûl, ménageant un fond sonore étrangement apaisant pour une conversation aussi dérangeante. « Et les autres enfants ?» relança Phil. Madame Davis les énuméra. Une petite fille de 8 ans, avec une belle peau couleur café, qui n'était restée que 2 mois avant d'être renvoyée à sa mère cocaïnomane, et un petit garçon de 5 ans, Trevor, dont les parents avaient trouvé la mort dans un accident de voiture. L'État cherchait des proches susceptibles de l'accueillir. En attendant, on l'avait confié aux Davis. Et puis Shanna, bien sûr. L'État nous avait avertis que c'était une enfant difficile. Elle était déjà passée par 6 ou 7 familles en 2 ans, ce qui n'est jamais bon signe. Difficultés relationnelles avec les autres enfants, difficulté à accepter l'autorité. Elle se scarifiait. Madame Davis marqua un temps. « Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas ?» Elle se coupait les bras et les jambes au rasoir, répondit Didi. « Voilà, c'est ça. Moi aussi, c'est à peu près tout ce que je savais sur le sujet. Mais Shanna, elle se coupait les cuisses un peu plus haut que nécessaire. Plutôt, disons, tout en haut, précisa-t-elle à mi-voix, d'un air entendu.
J'ai cru qu'elle avait ses ragnagnas et je lui ai donné ce qu'il fallait. Mais non, elle saignait de blessures qu'elle s'était elle-même infligées. La première fois que je lui en ai parlé, elle m'a regardé sans rien dire. Pas un remerciement, aucune gratitude qu'on essaye de s'occuper d'elle, juste rien. Je lui ai demandé pourquoi elle se faisait du mal comme ça. Elle a haussé les épaules et elle a répondu « Pourquoi pas ?» Voilà comment elle était, Shanna. On ne pouvait rien dire ou faire. Quand je la prenais à piocher dans mon sac à main, elle ne niait pas. Elle disait tranquillement « J'ai besoin de cet argent ». Et Sam, le garçon de 17 ans, j'ai surpris Shanna dans sa chambre 2 fois. Ils étaient en train de... Vous voyez, ce n'est pas permis, je leur ai dit. Sam ne savait plus où se mettre. Il n'osait même plus me regarder en face. Mais Shanna s'en fichait comme d'une guigne. Elle aimait le sexe. Elle en voulait au nom de quoi je lui aurais interdit. Aucune honte, aucun remords, juste moi. Au bout de 2 semaines, nous étions prêts à jeter l'éponge. On ne pouvait ni la punir, ni la récompenser. Jérémia avait établi un emploi du temps pour toute la maisonnée. Rien de trop contraignant, mais de quoi donner aux enfants un sentiment d'ordre et de régularité. Pas Shanna. Elle se levait quand ça lui chantait, partait quand elle en avait envie, revenait quand elle voulait. Nous avons essayé de la cadrer. Elle nous riait au nez, prenait la porte. Nous l'avons dénoncée pour vol à la police. Elle a passé la nuit en prison et elle est revenue en sifflotant, fraîche comme la rose. Rien de ce que nous pouvions dire ou faire n'avait de prise sur elle. Nous pensions qu'il suffisait de se donner un peu plus de temps. Nous étions une bonne famille, une maison propre, des repas nourrissants, des parents attentifs. Et Trevor l'aimait bien, aussi bizarre que ça puisse paraître. Je gardais toujours un œil sur eux quand ils étaient ensemble. Ne me regardez pas comme ça. Mais en fait, elle était gentille avec lui. Elle lui lisait des histoires, elle dessinait avec lui. Il avait du chagrin, ce petit garçon triste qui avait perdu toute sa famille en un après-midi. Quand Shanna était avec lui, elle n'avait plus cet horrible sourire narquois, et pendant un moment, elle avait presque l'air normal. C'était la Shanna qu'elle pourrait devenir si nous ne renoncions pas. Voilà ce que nous nous disions. « Quand a-t-elle rencontré Donnie Johnson ?» demanda Phil. Madame Davis secoua la tête. Je ne savais pas qu'elle le connaissait. Donnie habitait le quartier, bien sûr, mais comme une vingtaine d'autres gamins. Il s'amusait dans les parages. On ne faisait pas très attention à l'époque. Les enfants sortaient jouer. Quand c'était l'heure du dîner, on les appelait depuis le pas de la porte et ils rentraient. Est-ce qu'il y avait d'autres enfants en particulier avec qui elle passait du temps? Le cousin de Donnie, un peu plus grand, Charlie Sgarzi. Avec certains gamins plus âgés, ils formaient une sorte de... Je ne sais pas, le mot « bande » serait trop fort, mais ils traînaient toujours ensemble. Veste en cuir noir, cigarette, à se donner des airs de petits durs. Charlie était ami avec Shanna. Cette fois-ci, c'était moi qui avais pris la parole. Elle m'apprenait quelque chose. Ami, releva Madame Davis. Oh, je ne dirais pas que Shanna avait des amis. Mais pendant un moment, on l'a vue traîner avec ce groupe. Je me suis inquiétée. C'était de la graine de voyou et elle avait assez de problèmes comme ça. J'ai essayé de la raisonner, mais elle m'a ri au nez. Des petits merdeux qui se la jouent, c'est ce qu'elle m'a dit à leur sujet. Et ensuite, j'ai appris par une autre mère que ce n'était pas eux qui l'intéressaient, mais que l'un d'eux avait un grand frère de 24 ans qui vendait de la drogue. Voilà avec qui elle passait réellement son temps. Une gamine de 14 ans qui fréquentait un garçon de 24. Madame Davis secoua la tête. Même après toutes ces années, elle était consternée. « Combien de temps Shanna a-t-elle vécu chez vous ?» demanda Phil. L'expression de Madame Davis changea, devint aussitôt plus grave. Les sillons de son visage se creusèrent. « 3 mois, murmura-t-elle.
3 mois, c'est tout ce qu'il a fallu. Et notre vie a été fichue. « Que s'est-il passé ce jour-là, Madame Davis ?» demanda Didi avec douceur. « Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Shanna s'est levée vers 11 heures. Elle est sortie. Nous avons donné leur goûter aux autres enfants vers 4 heures, au retour de l'école, mais on n'avait toujours pas revu Shanna. Et puis, vers 5 heures, oui, 5 heures, j'allais enfourner le dîner, j'ai entendu des cris. Madame Johnson, sa maison était à quelques numéros de la nôtre. Elle criait, « Mon bébé !» Elle criait, « Mon bébé !» Jérémia s'est précipité. Quand il est arrivé, on avait déjà appelé les secours, mais d'après lui, les ambulanciers ne pouvaient rien faire d'autre que regarder le corps mutilé du petit garçon. Madame Johnson ne s'en est jamais remise. Cette famille, les malheureux. La voix de Madame Davis se perdit dans le silence. Puis elle reprit posément. 1 heure plus tard, Shanna est rentrée par la porte du jardin. Couverte de sang, un couteau à la main. Je me suis étranglée. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle s'est approchée et elle m'a tendu le couteau. Ensuite, elle a fait demi-tour et elle est montée à l'étage. Quand Jérémia est allé la voir, il l'a trouvée assise au bord du lit, encore couverte de sang, prostrée. Il a su, au premier coup d'œil, il m'a dit, à voir son visage inexpressif. Il lui a demandé si ça avait un rapport avec le petit Johnson. Elle n'a pas répondu. Elle a plongé la main dans sa poche et elle en a sorti un mouchoir en papier roulé en boule. L'oreille de Denis. Elle a donné l'oreille du petit à mon mari. Jérémia a appelé la police. Que pouvait-il faire d'autre? George Johnson, le père de Denis, est arrivé le premier. Il avait entendu l'information sur la radio d'un collègue policier et il a remonté la rue en courant. J'aurais préféré ne pas le laisser entrer. J'avais peur de ce qu'il pourrait faire à la gamine. Mais il a gardé son sang-froid quand Jérémia l'a emmené à l'étage. Il a directement demandé à Shanna si elle avait tué son fils. Mais là non plus, elle n'a pas voulu répondre. Elle nous regardait toujours avec des yeux dans le vague. Pour finir, les autres policiers ont débarqué, tout essoufflés. L'un d'eux a pris l'oreille et l'a mise dans un sachet comme pièce à conviction. Ensuite, ils ont lu ses droits à Shanna et ils l'ont emmenée. Elle n'est jamais revenue chez nous. Mais c'était trop tard. Le mal était fait. Les voisins ne nous adressaient plus la parole. Nous avions recueilli un monstre et nous l'avions lâché parmi nos amis. Jérémia ne s'en est jamais consolé. Il était brisé et il s'est complètement désintéressé des enfants, de notre maison, de notre vie. Samuel est parti 6 mois plus tard. Je crois que c'était trop difficile pour lui de rester dans une maison tellement peuplée d'ombre. La jolie petite Anna Rose a été rendue à sa mère et les services sociaux ont transféré Trevor dans une autre famille, sans nous donner d'explication. Mais nous savions. C'est ce qui nous a fichu le plus gros coup, vous savez. Avec Shanna, on n'avait jamais eu la moindre chance, mais ces 2 petits que nous aurions pu sauver. Je n'ai jamais eu le cœur de chercher ce qu'ils étaient devenus. Anna Rose, une mignonne petite fille, rendue aux soins d'une toxicomane. Dieu sait ce qui lui est arrivé quand sa mère a été prête à n'importe quoi pour avoir sa dose. Et Trevor a dû atterrir dans une de ces soi-disant familles d'accueil. Vous savez, des gens qui hébergent des gamins juste pour la location mensuelle et qui les entassent à 4 par chambre avec les 3 grands qui maltraitent le plus petit sans que personne ne s'en préoccupe. J'aurais sans doute dû poser plus de questions, mais je crois que je n'aurais pas supporté les réponses. Peut-être qu'avec tout ce qui s'était passé, j'ai un peu craqué, moi aussi. Madame Davis se remit à caresser le chat à sa droite, le temps de s'apaiser. « Pouvez-vous nous dire ce que sont devenus les Johnson ?» demanda Phil. Madame Davis haussa les épaules, les yeux rougis. Martha, la mère de Denis, est tombée dans l'alcool, à ce qu'on m'a dit.
Elle ne voulait plus ni me voir ni me parler. Je sortais de moins en moins de chez moi, puisque ça semblait déranger les voisins que je mette le nez dehors. Mais cette famille, Denis était leur grande fierté. Un garçon brillant, particulièrement doué en sciences. Son père se vantait. Il disait que lui était peut-être simple flic, mais que Denis dirigerait un jour la police scientifique. J'ai entendu la détonation le jour où Georges s'est tiré une balle. Les parents ne sont pas censés survivre à leurs enfants. Voilà tout. « Madame Davis, dis-je, vous étiez présente quand on a fouillé la chambre de Shanna ?»« Oui. Vous souvenez-vous si on aurait retrouvé une correspondance, des messages échangés entre Shanna et Denis? Peut-être des petits mots, des lettres d'amour ?» Madame Davis fit une drôle de tête. « Shanna et un petit garçon de 12 ans? Ça m'étonnerait. Franchement, le dealer de 24 ans était beaucoup plus son genre. » Est-ce qu'elle aurait simplement pu se lier d'amitié avec lui? Le prendre sous son aile, comme elle l'avait fait avec Trevor? Aucune idée. Elle n'était pas bavarde, celle-là. Mais c'est possible. J'ai toujours pensé qu'elle était moins mauvaise qu'il n'y paraissait, ce qui prouve peut-être ma grande naïveté. « Et les Sgarzi ?» reprit Didi. « Il semblerait qu'ils aient aussi été durement atteints par l'assassinat de Denis. » C'est certain. Janet et Martha, les deux sœurs, avaient toujours été proches. J'ai entendu dire que Janet avait fait de longs séjours chez eux par la suite, quand Martha a entrepris de noyer son chagrin dans la boisson. Son couple et sa famille ont dû en souffrir. Et malheureusement, ça n'a pas sauvé Martha, qui a rapidement été emportée par son alcoolisme. Autrement dit, Janet Sgarzi a perdu son neveu, puis sa sœur et son beau-frère, résuma Didi. Et le mari de Janet? Je ne sais pas grand-chose de lui. Il était pompier, il avait des horaires décalés. Mais leur fils, Charlie, s'est attiré des problèmes dans les années qui ont suivi. Je ne sais pas si c'était le choc du meurtre de son cousin ou le fait que sa mère était monopolisée par sa sœur, mais il s'est livré à des petits larcins, du vandalisme, ce genre de choses. Ses parents se sont finalement arrangés pour l'expédier ailleurs, à New York, je crois. Ça a dû être efficace. Aux dernières nouvelles, Janet se vantait qu'il était devenu journaliste, qu'il menait bien sa barque. Je crois qu'il est de retour en ce moment pour s'occuper d'elle. Elle n'est pas bien portante, vous savez. Un cancer. Méchant, je crois. Nous hochâmes tous la tête, réalisant a posteriori que Madame Davis n'était pas au courant de l'assassinat de Janet Sgarzi. Peut-être n'avait-elle pas du tout entendu parler du tueur à la rose. Il semblait plus charitable de la laisser dans sa bienheureuse ignorance. « Est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre qui aurait été directement affecté par le meurtre de Denis ?» demanda Phil. « Non, pas vraiment. »« Les amis de Denis? Les enfants dont il était le plus proche ?» Madame Davis secoua la tête. « Je suis désolée. Je ne le connaissais pas si bien que ça. C'était juste un gamin parmi d'autres. Vous devriez interroger Charlie. Il se souviendrait mieux que moi de toute cette génération. » Phil approuva et prit les noms des autres enfants qui avaient vécu dans la maison en même temps que Shanna. Samuel Hayes, Anna Rose Simmons, Trevor Damon. Nous nous levâmes et le chat orange sauta de mes genoux avec grâce. Malgré l'épreuve qu'avait été notre conversation et les souvenirs douloureux qu'elle avait fait ressurgir, je voyais bien que Madame Davis était peinée de nous voir partir. Je me demandais l'effet que ça devait faire de toujours vivre dans le même quartier après toutes ces années, et de s'y sentir encore comme une paria. D'instinct, je me penchai vers elle, pour embrasser sa joue parcheminée. Elle me serra la main. Puis elle nous raccompagna par le long couloir étroit. La dernière chose que je vis fut son visage triste et profondément ridé, juste avant qu'elle ne referme la porte. Chapitre 29.
Comment va votre épaule? Très bien, grommela Didi, même si en réalité son épaule lui faisait un mal de chien et qu'elle se déplaçait certainement avec encore plus de raideur que d'habitude. Elle aurait dû être chez elle, au repos, avec une poche de glace, et servir des diatribes enflammées à Melvin. Au lieu de cela, elle avait poussé le bouchon trop loin et son épaule, son bras et sa nuque en payaient le prix. Elle s'en foutait. En tout cas, elle voulait s'en foutre. Elle était enquêtrice et elle avait une affaire sur le feu. Or, les choses prenaient enfin un tour intéressant. Elle jeta un coup d'œil vers Adeline, qui marchait à sa droite, tandis que Phil marchait à sa gauche. Il regagnait la voiture de ce dernier. C'était la croix et la bannière pour se garer à ça aussi. Ils avaient une bonne trotte à faire. « Vous savez que vous saignez ?» demanda-t-elle à la psychiatre. « Pardon ?» Adeline s'arrêta. Didi la regarda avec curiosité, passer rapidement son corps en revue pour finalement découvrir 3 griffures à son poignet, sans doute laissées par le chat lorsqu'il avait sauté de ses genoux. « Vous êtes allergique au chat ?» demanda Didi. En plus de saigner, les griffures semblaient boursoufler. « Je ne sais pas. Je ne passe pas beaucoup de temps en compagnie d'animaux, précisément pour cette raison. »« Vous ne sentez rien ?» s'étonna Phil. La psychiatre, impassible, confirma. « J'ai une trousse de premier secours dans ma voiture, » dit Phil. « Merci. Je suis sûre que si on nettoie les plaies avec une lingette antiseptique, ce sera réglé. »« Merci, » répéta Adeline. Ils reprirent leur marche. La psychiatre semblait plus préoccupée que jamais. « Vous pensez toujours que Shanna n'a pas tué Donnie ?» demanda Phil. « Cette scène où elle rentre chez elle couverte de sang, et où elle sort l'oreille de sa poche, ça paraît plutôt convaincant. » Je crois qu'en réalité ma sœur ne sait pas ce qui s'est passé ce jour-là, d'où le fait qu'elle n'a pas su se défendre. Peut-être qu'elle a tué Donnie, mais peut-être pas. Elle ne sait pas, ce qui expliquerait en partie qu'elle n'en parle jamais. Elle ne s'en souvient pas. Pardon? Les symptômes décrits par Madame Davis sont ceux d'un épisode psychotique aigu. Devant une réalité insupportable, le cerveau cesse de fonctionner. Shanna en présentait sans doute des signes depuis un moment, mais personne n'avait su les décoder. La plupart des crises psychotiques sont déclenchées par un stress extrême ou soudain. Par exemple, un événement sur un champ de bataille, la naissance d'un enfant ou un traumatisme. Comme de tuer un gamin de 12 ans, dit Phil. Ou d'assister à un meurtre. Une seconde, intervint Didi. Pourquoi l'avocat de Shanna ne s'en est-il pas rendu compte? À vous entendre, la crise psychotique serait le système de défense idéal. Elle n'était pas dans son état normal. Adeline haussa les épaules. La nuit était tombée. L'atmosphère devenait aussi glaciale qu'elle avait promis de l'être. La psychiatre, vêtue d'un simple pull fin, croisa les bras autour de sa taille. Shanna n'était pas en mesure de dire ce qui s'était passé. La plupart des victimes d'épisodes psychotiques ne s'en souviennent pas. Étant donné son passé mouvementé, son avocat a peut-être pensé qu'une telle défense ne tiendrait pas la route. Shanna avait déjà commis des actes de violence. Pourquoi les jurés auraient-ils cru que cet acte précis différait de tous les autres? Mais ça peut aussi vouloir dire qu'elle a bel et bien tué Donnie Johnson, et que la raison pour laquelle il n'a pas le même profil que les autres victimes, c'est qu'elle n'avait pas toute sa tête, riposta Phil. Sinon, comment expliquer le couteau ensanglanté, l'oreille dans sa poche? Apparemment, elle ne s'est pas contentée de tomber par hasard sur un meurtre au coin de la rue. Adeline ne répondit pas, mais Didi eut l'impression que sa conviction était arrêtée. Elle ne croyait pas que sa sœur avait commis ce crime. Déni de réalité chez une psychiatre pourtant avertie? Autre chose qu'elle n'était pas encore prête à leur avouer? Didi était encore marquée par ce que Charlize Garzi leur avait fait observer avec désinvolture. Si écorcher leur victime était la signature de Harry et Shanna Day, et si pour d'évidentes raisons ces deux-là ne pouvaient pas être le tueur à la rose, il restait la cadette. « Vous dites que votre sœur et vous n'avez pas grandi ensemble. Alors quand vous êtes-vous retrouvés ?» demanda Didi. « Il y a une vingtaine d'années, elle m'a écrit. C'est elle qui a pris l'initiative ?»« Oui, » répondit Adeline d'un ton cassant. « Pourquoi ?»« Je ne sais pas. Parce qu'elle s'ennuyait? Parce que je suis la seule famille qu'il lui reste ?»
Il faudrait lui poser la question. Elle vous a écrit pour obtenir quelque chose, en déduisit Didi. Adeline sourit. On croirait entendre mon père adoptif. Mais vous êtes resté en contact avec elle, pendant toutes ces années malgré les diverses tentatives de suicide. Vous êtes la personne avec qui elle a entretenu la plus longue relation, c'est ça? Exact. Dans quel but? D'après vous, votre sœur n'éprouve aucune empathie, ne crée pas de lien, ne comprend même pas ce qu'est une vraie relation. Alors qu'attend-elle de vous, Adeline? Ça fait 20 ans que vous vous parlez, pourquoi faire? Il y a moins longtemps que nous nous voyons régulièrement. C'est seulement il y a 6 ou 7 ans que la directrice a autorisé des parloirs mensuels. Tout de même, pourquoi? Qu'attend-elle de vous? Voilà une femme qui a détruit je ne sais combien de familles, je ne sais combien de vies. Aucun repentir, aucun remords. La plus grande émotion dont elle paraît capable est l'ennui. Alors pourquoi toujours vous faire revenir? Au bout de 20 ans, à quel besoin répondez-vous chez elle? Elle a besoin de me protéger, commandant. Une promesse faite à mon père il y a 40 ans. Parce que si on n'a pas de famille, alors on n'a rien. Vous protéger? Sérieusement? Adeline ne leva pas les yeux du trottoir et pressa le pas, comme si elle pouvait fuir le scepticisme perceptible dans la voix de Didi. L'idée vint à cette dernière que lorsqu'il s'agissait de sa sœur, Adeline avait une capacité d'aveuglement phénoménale. Elle n'en avait pas conscience. Elle leur servait des évaluations cliniques, déclarait sans embâge aux gens comme Madame Davis « Ne vous en faites pas pour moi, je ne nourris aucune illusion sur ma sœur. » Mais c'était faux. Les années n'y changeaient rien. Une partie d'elle-même voulait encore avoir une grande sœur. Ce qui faisait d'Adeline une future victime idéale pour Shanadé. Restait à savoir ce que Shanadé attendait. Il semblerait que Janet Sgarzi était très proche de sa sœur, Martha Johnson, rappela Phil. Donc, s'il reste quelque chose à découvrir sur le meurtre de Donnie, une relation ou un ami caché dont sa mère aurait connu l'existence, mais dont elle n'aurait pas pensé à parler, vu que Shanna avait sorti l'oreille de son fils de sa poche, il est possible que Janet Sgarzi ait possédé une information sur ce crime, reconnut Didi. Peut-être sans se rendre compte qu'elle en détenait la clé. Ça expliquerait que le tueur à la rose ait éprouvé le besoin de la supprimer, même plusieurs décennies après les faits. Il faudrait qu'on se renseigne sur Samuel Ace, déclara Phil, alors qu'ils arrivaient enfin à sa voiture. 17 ans au moment du meurtre, lié à Shanna, puisque leur mère d'accueil les a surpris ensemble. Sans doute lui-même avait des antécédents, en tant qu'enfant de l'assistance publique. Suffisamment âgé et costaud pour tuer un gamin de 12 ans. Et peut-être qu'il pense encore à Shanna, sa première petite amie, celle qui est partie, celle qu'il ne pourra jamais oublier. Il fait des recherches obsessionnelles sur elle, apprend tout ce qu'il y a à savoir sur son monstre de père Haridé, et se lance dans sa propre carrière criminelle. Tiens, peut-être que la rose et le champagne ne sont pas pour les victimes, après tout. Peut-être qu'ils sont pour Shanna, en fait. Ces meurtres sont des lettres d'amour qu'il lui adresse. C'est glauque, dit Didi. Elle frissonnait, et pas seulement à cause de la fraîcheur du soir. Le téléphone de Phil sonna. Alors qu'il allait déverrouiller les portières, il interrompit son geste pour répondre. Didi et Adeline attendirent patiemment sur le trottoir, pendant que Phil hochait la tête, écoutait, hochait encore la tête, et s'exclamait « Et merde !» Didi ouvrit de grands yeux. En bon père de famille, Phil ne jurait presque jamais. Généralement, c'était à elle que revenait ce rôle dans l'équipe. Charlie Sgarzi a organisé une manifestation devant le pénitencier, expliqua Phil en rempochant son téléphone. Cet après-midi, il a révélé tous les détails du meurtre de sa mère sur son blog. Merde, marmonna Didi. Jusqu'au fait qu'elle a été écorchée, possiblement en hommage à Haridé, un tueur en série dont plus personne n'avait le moindre souvenir jusqu'à aujourd'hui, 16 heures. Tandis que maintenant, grâce à M. Sgarzi, toutes les grandes chaînes d'infos ouvrent leur édition sur l'annonce qu'un criminel s'inspirant d'un légendaire tueur en série trucide des femmes vulnérables aux 4 coins de Boston. Ah oui, j'oubliais. Shanadé, l'odieuse fille de Harry, semble particulièrement bien informée sur ces crimes, puisqu'elle sait d'avance combien de lambeaux de peau ont été retirés au cadavre.
Comment Charlie est-il au courant? S'emporta Didi. On ne le lui a jamais dit. Phil était philosophe. Il est journaliste. J'imagine qu'il a enquêté. Et tu connais le service de médecine légale? Merde, répéta Didi. Depuis quelque temps, ce service était une vraie passoire. Ben Whitley n'avait pas encore découvert l'origine de la fuite, mais il avait intérêt à mettre le doigt dessus rapidement avant que les gros bonnets ne s'en avisent. Donc, Charlie est au pénitencier, survolté, et il demande justice pour les victimes. Partante pour une dernière expédition? Demanda-t-il à Adeline, dont ils avaient laissé la voiture au centre-ville. Je viens. Quelle saleté, ces journalistes! Grommela Didi, en montant avec précaution en voiture. Merde, confirma Adeline. Charlie Sgarzi avait organisé une veillée à la bougie. Une foule de quelques 100 ou 150 personnes rassemblées devant le bâtiment principal du pénitencier brandissait des photos agrandies, au format affiche, des 3 victimes d'assassinat, y compris la mère de Charlie, sous le feu des projecteurs de miradors de la prison. Au moment où Phil se gara, la foule chantait « Amazing Grace », un alignement de surveillants lourdement équipés de protections matelassées faisant barrage entre elle et la prison. Lorsque Charlie Sgarzi vit Phil et Didi descendre de voiture, il se saisit du mégaphone et se mit à scander « Justice! Justice! Justice !» Phil poussa un profond soupir. Didi ne pouvait pas l'en blâmer. Dans ces moments-là, le travail des policiers n'avait rien d'une partie de plaisir. Affronter d'ignobles criminels, c'était chouette. Affronter des familles endeuillées, en revanche. Elle laissa Phil passer le premier, pour une fois que son épaule blessée lui servait à quelque chose. Adeline fermait la marche. Didi en était réduite à deviner ce que la psychiatre pensait de ce cirque. « Charles !» dit Phil en saluant le journaliste. « Vous êtes venu arrêter Shanadé ?» Charlie avait les yeux injectés de sang, presque voilés, comme s'il avait bu. « Vous voulez qu'on en discute ?» proposa Phil de bonne grâce. Il avait toujours été doué à ce petit jeu. « Et pas qu'un peu. »« D'accord, allons faire un tour, histoire de s'échanger nos informations. »« Non. »« Non. Si vous avez quelque chose à dire, vous nous le dites à tous. Vous avez rencontré les parents de Christine Ryan ou les grands-parents de Regina Barnes? Leurs familles, leurs voisins, leurs amis? Nous méritons tous des réponses. Nous exigeons tous que justice soit faite. » « Merde !» laissa encore échapper Didi. Elle n'avait pas pu se retenir. Le regard de Charlie se braqua sur elle, furieux. « Vous venez de dire quoi, là? Hein? Hein? »« Au fait, Charlie, » répondit-elle, renonçant à toute diplomatie. « J'ai entendu dire que vous aviez des lettres de Shanna à votre cousin. Nous avons un acte de réquisition dans la voiture. » Petit mensonge, mais efficace. « Alors remettez-les-nous. » Charlie baissa le mégaphone. Il la regarda de ses yeux troubles. « Quoi? »« Les lettres, Charlie. Celles dont vous prétendez qu'elles ont été écrites il y a 30 ans par Shanna à votre cousin. On les veut, tout de suite. » Il vacilla. « Il n'y a pas de lettres, hein, Charlie? » « Le moment est mal choisi. Réquisition. » « Mais réquisition. » Il la regarda d'un œil noir. « Et si on allait faire ce petit tour, Charlie ?» intervint Phil sur le ton de l'apaisement. « Nous sommes là pour vous aider. Allons, venez, qu'on bavarde et qu'on éclaircisse tout ça. » Charlie remit le porte-voix à un voisin. Et il les suivit, le regard toujours un peu dans le vague. De près, Didi ne sentait aucun relent d'alcool. Peut-être n'était-il pas saoul, en fin de compte, juste anéanti par le chagrin. Phil attendit qu'il soit un peu à l'écart du tumulte. « Pourquoi ne pas nous avoir parlé de ces lettres, Charlie ?» demanda-t-il. « Vous dites vouloir que justice soit faite, mais c'est vous qui dissimulez des éléments. »« J'en ai besoin, » marmonna Charlie sans le regarder dans les yeux. « Pour mon livre. Il me faut de l'inédit, vous voyez, des infos exclusives. » « Vous êtes réellement en train d'écrire un livre ?» demanda Didi. « Oui, mais vous n'avez pas de lettres. »
Nous le savons, Charlie. Parce que Shanna n'était pas amoureuse de votre cousin. Elle était amoureuse de vous. Cette théorie trottait dans la tête de Didi, depuis qu'ils avaient quitté la maison de Brenda Davis. Jamais une gamine avec la réputation de Shanna n'aurait pu être attirée par un lunetteux de 12 ans. En revanche, Charlie, le chef de bande, qui avait un père pompier et un oncle policier. Charlie les regarda d'un œil fixe, puis son visage se décomposa. Il se tassa sur lui-même, et elle crut qu'il allait s'effondrer sous le poids de la culpabilité qu'il portait sur les épaules. Je l'aimais bien. Je savais que c'était une fille à problème, mais j'avais 17 ans et, imbécile que j'étais, les problèmes m'attiraient. Vous sortiez ensemble? Il fit la grimace. Aujourd'hui, je crois que le terme adéquat serait « plan cul ». On se retrouvait quand l'envie nous prenait, vous voyez. Est-ce qu'il y a des lettres qu'elle vous aurait écrites? Non, j'ai menti. Il se racla la gorge d'un air gêné, jeta un regard en direction d'Adeline. J'essayais juste d'attirer votre attention. Merde quoi, après tout ce que ma famille a enduré, d'abord votre sœur et ensuite vous m'avez envoyé paître. C'est vraiment trop demandé de savoir ce qui est arrivé à mon cousin? Il avait haussé le ton et s'était redressé sous le coup d'une colère qui lui redonnait de la vigueur. Denis était votre intermédiaire, dit Adeline en le transperçant du regard. C'est ça, la vérité, Charlie. Vous vous serviez de votre jeune cousin pour faire passer des messages à Shanna. Le lieu et l'heure du rendez-vous. Comme ça, on ne vous verrait pas trop souvent avec la tarée. Didi crut qu'il allait nier, mais il répondit d'une voix rauque. Oui. Que s'est-il passé ce soir-là? Demanda Didi, même si, à ce stade, elle avait déjà sa petite idée. Shanna était de plus en plus bizarre. Je veux dire, au début, je n'avais jamais rencontré une fille qui parlait aussi ouvertement de sexe. Quand elle avait envie, elle avait envie. Elle assumait et elle ne faisait pas semblant. D'ailleurs, elle avait initié notre relation en venant me voir un jour pour me demander si je voulais baiser. Alors on l'avait fait. Mais ensuite, j'ai appris que Madame Davis l'avait surprise non pas une mais 2 fois avec Samuel, et ça m'a un peu refroidi. Combien de types elle se tapait dans le quartier? Elle n'était pas du genre à me le dire. Alors j'ai décidé qu'il était temps de calmer le jeu. On était censé se voir ce soir-là. 17h, sous les lilas. On devait traîner ensemble, peut-être prendre une pizza. J'ai demandé à Denis d'y aller à ma place. Charlie se tut, la voix étranglée par l'émotion. Il déglutit, reprit. J'ai demandé à Denis d'arrêter ce truc. Vous avez envoyé votre cousin de 12 ans rompre avec votre plan cul? Résuma Didi, qui n'en revenait pas. Charlie Sgarzi regardait le trottoir. Oui. Et ensuite? Elle l'a tué. Charlie releva la tête. J'ai déconné. J'ai envoyé mon cousin faire ce que je n'avais pas le courage de faire. Elle s'est énervée et elle l'a tué. Résultat, ma tante est morte d'alcoolisme, mon oncle s'est tiré une balle et mes parents ont été brisés. Parce que j'ai été lâche. Je passais ma vie à jouer les caïds et en fin de compte, je n'étais qu'un connard. Et tous ceux que j'aimais en ont payé le prix. Vous n'avez rien vu, ce soir-là? Insista Phil. Je n'étais même pas dans le quartier. J'avais retrouvé des potes et je m'étais tiré à la galerie marchande. Je ne voulais pas être dans les parages, au cas où. C'est pour ça que vous travaillez sur ce livre? Demanda tranquillement Adeline. Parce qu'il est temps de dire enfin la vérité. Un muscle se contracta dans la mâchoire de Charlie. Sans doute. Je n'en étais pas encore là de ma prise de conscience, mais oui, j'imagine que ce n'est pas un hasard si j'ai décidé d'écrire ce livre quand on a diagnostiqué un cancer à ma mère. Tant qu'elle était en vie, je n'aurais pas voulu l'embarrasser. Mais si je pouvais décrocher une avance tout de suite pour aider à payer ses soins et terminer le livre, après coup, je pourrais dire la vérité. Juste, tout est allé au grand jour. Ça ne pouvait faire de mal qu'à moi-même, et on ne sait jamais. Peut-être que la vérité libère. Je ne dors pas très bien, conclut-il à voix basse. Ça fait 30 ans, bordel. Et je fais encore des cauchemars où je vois Shanna se pavaner avec l'oreille sanguinolente de mon cousin. Je suis un connard, je le sais, d'accord? Mais c'est quand même elle, le monstre.
Qui fréquentait-elle à l'époque? Demanda Phil. À part vous. Sam, bien sûr. Lui était amoureux d'ailleurs, d'une manière pas très saine. Ils croyaient réellement qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Un vrai petit couple, des âmes sœurs. Moi, au moins, je n'ai jamais été aussi cinglé. Qui d'autre? Un de mes copains, Steven, avait un grand frère, Shep. La rumeur disait qu'ils se voyaient fumer de la drogue. Shanna n'était pas du genre à papoter. Elle exigeait plutôt. Je veux, j'ai besoin. Quand on a 17 ans et que ce qu'on exige de vous, c'est du sexe, on n'y réfléchit pas à deux fois. Mais rétrospectivement, elle était effrayante. Aucun de nous ne comptait. Il n'y en avait que pour elle, jusqu'au jour où j'ai dit non. Et là, elle a perdu les pédales. Peut-être que personne ne lui avait jamais dit non. Vous avez réellement divulgué les détails de la mort de votre mère sur votre blog? Demanda Didi. Les gens ont le droit de savoir, s'emporta Charlie. Vous faites de la rétention d'informations sur les méthodes du meurtrier pour entrer chez les victimes et sur le fait qu'il existe un lien entre Shanadé et cette nouvelle machine à tuer. 3 femmes sont mortes en l'espace de 7 semaines et vous n'avez même pas de suspect. Je croyais qu'on était censé arrêter Shanadé, dit Didi d'un air innocent. Arrêtez vos conneries. Je sais bien qu'elle est déjà en tôle et que vous ne pouvez rien lui faire de plus. Mais peut-être que si le tueur comprend que vous avez fait le rapprochement, il prendra peur. Il cessera tout contact, il passera en sous-marin, je ne sais pas. Rien qui nous aiderait à le coincer. Ça pourrait sauver des vies, déjà. Faites votre deuil, lui ordonna Phil. Accordez-vous 1 jour ou 2 pour être le fils de Janet Sgarzi. Pendant ce temps-là, on fera notre boulot. Et ensuite, on se reparlera. Mais révélez les détails de l'affaire dans le journal, sur Internet, peu importe. Ça ne nous aide pas. L'enquête progresse. Les mailles du filet se resserrent autour d'un suspect. Je peux vous citer sur mon blog, dit Charlie, en reprenant du poil de la bête. Non, parce que vous serez occupé à honorer la mémoire de votre mère. Vous vous souvenez? Phil raccompagna Charlie vers l'assemblée, devenue silencieuse en son absence. Seule avec Adeline, Didi glissa sa main droite dans sa poche pour la réchauffer. Vous pensez toujours que votre sœur n'a pas tué Donnie Johnson? La psychiatre ne répondit pas. Chapitre 30. Je regagnai mon appartement, fatiguée et abattue. Ce dont j'avais le plus envie, c'était d'envoyer balader mes chaussures, de me servir un grand verre de vin et de fixer un mur blanc, jusqu'à ce que la tornade de peur ancienne et de nouvelles révélations au sujet de ma sœur finissent par se calmer dans ma tête. Mais je trouvai ma porte ouverte, légèrement entrebâillée. Je me figeai dans le couloir et me cramponnai inconsciemment à mon sac à main. Je n'avais ni amis, ni relations. Aucun de mes voisins n'avait de double des clés. Aucun plan cul, pour employer le vocabulaire de Charlie Sgarzi, ne m'avait jamais retrouvé ici. Le tueur à la rose. Je reculai, sortis mon téléphone portable et appelai la réception. Monsieur Daniels était de permanence. « Vous avez laissé quelqu'un entrer chez moi? Un livreur? Un vieil ami ?»« Ah, non, 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 non !» se défendit-il. « J'ai bien compris le message après le type, la femme, l'employé du gaz. Toutes les demandes doivent d'abord vous être soumises. C'est sûr, il y a eu du va-et-vient aujourd'hui. Des invités pour d'autres appartements, l'installation d'un nouveau locataire et la visite de quelques acheteurs potentiels. Mais personne pour vous, Dr. Glenn. Autrement, je vous aurais tout de suite appelé. Vous avez ma parole. » Je le remerciai et raccrochai. Des invités en nombre, des acheteurs potentiels qui demandaient à visiter. Autant de couvertures possibles pour le tueur à la rose. Demander mon appartement en particulier pour la seconde fois aurait éveillé des soupçons. Tandis que demander à visiter un appartement, disons un étage au-dessus du mien, seulement quelques marches à descendre par la cage d'escalier, ça fonctionnerait aussi bien. Ou faire un tour. Est-ce que je pourrais rester seule un petit moment, me balader dans l'immeuble,
j'aimerais juste me faire une idée de l'ambiance. Et ensuite, sprinter tranquillement jusqu'à chez moi. J'aurais dû appeler Didi Warren, accepter la protection policière qu'elle m'avait proposée. Au lieu de ça, je poussai la porte et la laissai s'ouvrir sur l'appartement, où régnait l'obscurité et le silence. « Chérie ?» lançai-je avec un soupçon de roucoulement dans la voix. « Je suis rentrée. » J'allumai la grande lampe et éclairai le vaste espace de vie. La porte d'entrée donnait sur un vestibule carrelé. À gauche, la cuisine. En face, la porte ouverte sur la grande chambre. À droite, le séjour. Mon canapé bas en cuir noir avait la même allure que d'ordinaire. Pas un seul petit coussin décoratif n'avait été déplacé. J'entrai. La main gauche sur la courroie de mon sac, la droite encore crispée sur mon portable. Le tueur à la rose avait agressé des femmes endormies et une vieille dame terrassée par un cancer. Pas un affrontement direct, un jeu plus subtil. Épier la victime et comploter à son insu, pour finalement lui tomber dessus avec du chloroforme. Eh bien moi, je n'étais pas endormie, je n'étais pas vieille, et ce ne serait pas demain la veille que la peur d'un assassin me chasserait de chez moi. J'étais née dans une famille de prédateurs plus redoutables encore, et je le savais. J'allumai d'autres lampes, me dirigeai vers la cuisine, dos contre le mur, embrassant de regard le territoire à découvert. Rien ne semblait anormal. Le mobilier aux lignes pures, la décoration moderne, offraient le même confort luxueux qu'auparavant. J'aurais dû me munir d'une arme, prendre une batte de baseball ou un club de golf dans le placard du couloir, par exemple. Mais comme j'avais passé toute ma vie à éviter de faire du sport, je ne possédais ni l'un ni l'autre. J'aurais pu aller chercher un couteau dans la cuisine, le fameux couteau de boucher avec lequel se promène la courageuse héroïne dans certains films d'horreur. Mais ça n'aurait pas été prudent. J'aurais trop facilement pu me couper sans m'en apercevoir. Comme ces 3 griffures à mon poignet. Ça avait été agréable d'avoir un chat sur les genoux, pour changer un peu. Son ronron apaisant, le toucher soyeux de sa fourrure. J'avais réellement apprécié ces instants, au point que j'avais envisagé d'adopter un chaton. Jusqu'au moment où nous étions sortis et où Didi m'avait fait remarquer que je saignais. Un simple chat, bon sang. À l'âge que j'avais, je ne pouvais même pas m'offrir le réconfort d'un chaton. Et d'un seul coup, j'en ai vraiment eu ras-le-bol. De mon patrimoine génétique et de cette maladie qui faisait de moi un être à jamais à part. Au point que je passais mes journées auprès de patients affligés de l'unique sensation que j'aurais tout donné pour ressentir. Parce qu'il n'y avait pas de Melvin dans ma vie pour me servir de garde-fou, alors je devais dire non à tout. Aux loisirs, aux promenades sur la plage, à l'amour, aux enfants, aux chatons. J'étais comme un jouet sous papier bulle, en permanence posé sur une étagère et avec lequel on ne s'amuse jamais, de peur de le casser. Je ne voulais pas être un jouet. Je voulais être une personne, bien réelle, active. Une femme avec des coupures, des bleus, des cicatrices de guerre et un cœur brisé. Quelqu'un qui vivait, riait, souffrait et guérissait. Autant demander la lune, c'était comme ça. Ce qu'il ne peut changer, l'individu intelligent et performant apprend à l'accepter. Je scrutai les coins sombres de mon appartement et m'avisai que pour une fois, ma maladie hors du commun était peut-être mon meilleur atout pour me défendre. Le principe d'une embuscade, c'est de désarçonner sa victime par une agression inattendue dont la douleur la terrassera. Sauf que je ne ressentais aucune douleur. Le tueur à la rose pouvait me filer une baigne sur le crâne, me donner un coup de poing dans le ventre, me tordre le bras. Cela ne lui servirait à rien. Je répliquerais de plus belle, et poursuivant l'assassin dans tout l'appartement de mon regard noir et imperturbable, je ne serais plus la conscience de ma famille, mais sa vengeance. J'inspectais le cellier, le placard du couloir, les toilettes. Pour finir, ma chambre. J'appuyai sur l'interrupteur. Mon grand lit double apparut. Mon regard se porta immédiatement sur la table de chevet. Rien.
ni champagne, ni rose, ni menottes fourrées. Pas même les faux plis qu'aurait laissé un corps allongé sur le lit. Je ne comprenais pas. Il ne restait plus grand-chose à inspecter. Le dressing, la spacieuse salle de bain. Rien. Le tueur à la rose était venu. Je n'en doutais pas. S'agissait-il pour lui de satisfaire sa curiosité ou d'alimenter une obsession? Aucune idée, mais il s'était promené dans mon appartement. Peut-être avait-il fouillé dans ma lingerie, regardé quels étaient mes aliments préférés. Et il était reparti, en laissant la porte ouverte pour le plaisir de frimer. Je fis un deuxième tour du propriétaire, le pas plus sûr, le regard plus acéré. Cette nouvelle ronde, n'ayant débusqué aucun monstre tapi sous le lit, ni aucun intrus cagoulé dans un placard, je finis par poser mon sac à main, me laisser tomber au bord de mon lit et libérer le soupir que j'avais inconsciemment retenu. Le tueur à la rose était revenu me voir, conformément aux prédictions de ma sœur. Ce monstre qui avait un lien avec elle et avec un meurtre vieux de 30 ans. Je ne savais plus quoi penser. Si j'en avais été capable, j'imagine que j'aurais eu mal à la tête. Au lieu de cela, j'étais fatiguée à en mourir, comme si je n'avais pas la force d'avoir une idée de plus, de faire un pas de plus. Il me vint alors à l'esprit que le tueur avait dû s'asseoir sur mon lit. Qu'il, ou elle, avait peut-être même posé sa tête sur mon oreiller, juste pour voir ce que ça faisait. Je me levai, retirai les couvertures, puis les draps, et j'emportai le premier ballot au bout du couloir, où se trouvaient l'un au-dessus de l'autre, le lave-linge et le sèche-linge. Je n'y allais pas de main morte avec la lessive, et encore moins avec la javel. Ensuite, direction la salle de bain, où je me regardai enfin dans le miroir. J'étais plus pâle que le matin même, les traits plus tirés, les yeux cernés. Je ressemblais davantage à ma sœur. Vivre en prison, vivre dans la peur. Apparemment, cela produisait les mêmes effets. Je reportai mon attention sur mon poignet, les 3 griffures que j'avais soignées dans la voiture de Phil. Les plaies étaient superficielles, les bords pas trop déchiquetés, mais elles restaient légèrement enflammées. Il allait falloir que je surveille ma température pour me prémunir contre une infection. Je déboutonnai mon cardigan fuchsia et découvris un mince tricot de corps blanc. Je le retirai à son tour et observai mes épaules pâles, mes bras, mon ventre. Je me tournai d'un côté, de l'autre. Un bleu. Je ne savais ni quand ni comment je me l'étais fait, mais j'avais une marque sombre à l'arrière du bras gauche. Et encore une écorchure, juste au-dessus de la ceinture de mon pantalon. Le chat, un objet saillant que j'aurais frôlé sans y prendre garde? Autant de questions auxquelles je n'aurais jamais de réponse. J'en étais réduite à faire l'inventaire des dommages, sans nécessairement en identifier l'origine. Je retirai mon pantalon, que je laissai en tas par terre. Je me trouvai un nouveau bleu, au creux de la cuisse droite, celui-là. Décidément, avoir 2 policiers comme camarades de jeu n'était pas bon pour la santé. Je passai lentement mes doigts dans mes cheveux pour inspecter mon cuir chevelu. Puis, je tâtai mes articulations une à une pour vérifier qu'elles n'étaient pas enflées. J'avais pu faire un faux pas en descendant du trottoir ou me tordre la cheville en montant en voiture. Je terminai en examinant mes yeux dans un miroir grossissant et en prenant ma température. Ces derniers bilans étaient normaux. À part que j'étais traquée par un tueur en série, je me portais comme un charme. Je nouai la ceinture de mon long peignoir en soie et partis vers la cuisine d'un pas las. Je me servis ce grand verre de vin que je m'étais promis. Puis, je regardai ma porte d'entrée et me rendis compte que je n'arriverais jamais à dormir dans ces conditions. Si le tueur à la rose avait crocheté la serrure une fois, il ou elle pouvait recommencer. Peut-être d'ailleurs n'avait-il même pas eu à se donner cette peine s'il possédait une copie des clés. Pourquoi pas? Il semblait déjà tout savoir de moi. J'étais trop fatiguée pour appeler un serrurier. Alors je décidai de coincer une chaise sous la poignée. Puis, d'humeur vindicative, je semai le plancher de décoration de Noël en verre, comme le gamin dans « Maman, j'ai raté l'avion ». Si ça avait marché pour lui,
pourquoi pas pour moi? Requinqué, je pris mon verre de vin et me repliai dans la salle de bain, où je m'accordai une douche pas trop chaude. Les chiffres rouges du thermostat à affichage digital me garantissaient que je ne me brûlerais pas. Alors, enfin, j'affrontai la grande question du jour, la vraie source de ma colère et de ma nervosité. L'ouragan Shanna. Ma grande sœur, celle qui affirmait qu'elle m'avait sorti du placard 40 ans plus tôt et qu'elle m'avait serré dans ses bras. Parce que si on n'a pas de famille, alors on n'a rien du tout. Je voulais qu'elle m'aime. C'était affreux, illogique, pitoyable. Une faiblesse sentimentale de la part d'une psychiatre qui aurait dû savoir à quoi s'en tenir. Et pourtant, quand elle avait parlé du dernier instant que nous avions passé ensemble chez nos parents, il m'avait semblé que je m'en souvenais. Les cris des hommes qui tambourinaient à la porte, la voix de mon père dans la salle de bain, la réponse chuchotée de ma mère. Et puis Shanna, ma grande sœur qui venait me chercher, qui me prenait dans ses bras, qui me disait qu'elle m'aimait et qu'elle me protégerait toujours. Moi aussi, je l'aimais. L'eau me semblait plus épaisse sur mes joues. Est-ce que je pleurais? À quoi bon? L'enfant de 4 ans qui avait existé 40 ans plus tôt n'était pas la femme aujourd'hui incarcérée. Shanna, adulte, se servait des gens. Elle avait détruit la vie de Monsieur et Madame Davis, celle des Johnson, celle des Sgarzi. Et qu'étaient devenus les autres enfants qui vivaient chez eux? Madame Davis avait raison. Il y avait des chances que le petit Trevor ait été expédié dans un endroit abominable où il avait été battu, violé ou perverti par le désespoir implacable d'une vie d'enfant placée, tandis que la jolie Anna Rose avait été prostituée pour satisfaire la toxicomanie de sa mère. Et jamais Shanna ne prononçait leur nom. Des familles entières avaient succombé à ces crimes, et on aurait dit qu'elle n'existait plus pour elle. D'ailleurs, c'était le cas. Elle avait eu un besoin, une envie, et elle avait tiré un trait. Je rassemblai mes esprits et coupai la douche. Ce matin-là, ma sœur m'avait touchée parce qu'elle savait y faire. J'étais venue rompre avec elle, comme elle disait, et voilà qu'elle avait sorti de son chapeau cette histoire qu'elle ne m'avait jamais racontée en 20 ans. Je l'avais écoutée parler et j'avais été ensorcelée. Exactement comme les deux surveillants, Frankie et Rich. C'était une manipulatrice. Comme elle-même était inaccessible aux sentiments, elle pouvait étudier la nature humaine sans œillères. D'où sa capacité à observer, analyser, rassembler des informations. En parfaite prédatrice. Et Donnie Johnson, qu'il avait retrouvé dans le bosquet de lilas pour lui transmettre le message de son grand cousin. Avait-il eu peur ce soir-là? Avait-il appréhendé sa réaction? Ou bien était-il trop jeune pour avoir pleinement conscience du danger qu'il y avait à briser le cœur d'une adolescente? Jusqu'au moment où le visage de Shanna avait été déformé par un rictus de bête fauve, où elle s'était jetée sur lui pour le larder de coups de couteau. Impulsive, déchaînée. Elle était en colère et avait donc agi comme une enragée. Cette sœur qui avait brodé une fable pour que je reste, qui, par le pouvoir de la parole, avait conduit 2, sinon 3 hommes à leur destin. Je tiquai, pris une serviette, m'essuyai. Les mots. Ma sœur s'en servait aussi, comme d'une arme, et pas la moins dangereuse. Or, quand on croit aux scénarios répétitifs, et les psychiatres adorent les scénarios répétitifs, le mode opératoire de ma sœur supposait de commencer par parler, instaurer un contact, séduire, obliger autrui à adopter le comportement désiré. Puisqu'elle était capable de faire ça avec des surveillants de prison sur leur garde, pourquoi n'aurait-elle pas d'abord tenté cette méthode avec un gamin de 12 ans? Elle lui aurait raconté un bobard pour qu'il lui ramène Charlie sur le champ. Elle était malade. Elle avait besoin de Charlie. Elle n'était pas du tout en colère. Elle avait juste besoin de lui rendre quelque chose. Elle aurait fait cela, je le savais. Elle aurait d'abord parlementé avec Donnie, parce qu'elle n'aurait pas voulu faire tomber inutilement ses foudres sur le messager de 12 ans. Non, Charlie l'avait rejeté, et son esprit vif se serait focalisé sur lui,
désignant sa cible comme un rayon laser. Ma sœur n'avait pas tué Donnie Johnson. Quelqu'un d'autre s'en était chargé. Mais avait-elle été témoin de la scène? Était-elle arrivée à son dénouement? Quelqu'un, une jeune fille, me dis-je, une jeune fille penchée sur un petit garçon, un couteau à la main, comme ma mère et mon père des années plus tôt. Ce qui avait instantanément déclenché une crise psychotique. Ma sœur n'avait jamais eu la moindre chance. Mais l'oreille dans sa poche. Elle avait pu la ramasser. Peut-être même s'était-elle livrée à cette mutilation. À ce moment-là, elle devait être sur pilote automatique. L'épisode avait fait remonter non seulement tous ses désirs les plus enfouis et les plus inavouables, mais aussi ses souvenirs. Mon père avait-il un jour tranché l'oreille d'une malheureuse? J'étais certaine que si je consultais les dossiers, j'en trouverais au moins un cas. Le meurtre de Donnie était l'œuvre d'un autre, qui avait peut-être même été frappé de stupeur quand Shanna était arrivée. Mais ma sœur n'avait pas réagi par de l'indignation. Au contraire, elle s'était approchée, captivée par l'odeur du sang. L'autre personne avait trouvé le pigeon idéal. Il ou elle avait commis le crime, mais Shanna porterait le chapeau. Et ma sœur n'avait pas pu se défendre, parce qu'elle n'avait aucun souvenir de cette soirée. Et puis ce meurtre ressemblait en tout point à un acte dont au fond d'elle-même, elle se savait capable. Fille d'un tueur en série, accusée de meurtre, destinée à devenir à son tour une tueuse en série. La fatalité, aurait-elle dit, je crois. Elle était simplement trop lasse pour continuer à lutter. Alors qu'attendait-elle de moi? Et que pouvais-je lui apporter, si on était réaliste? J'entrai dans le dressing pour prendre un pyjama. Je ne m'aperçus de rien avant d'avoir ouvert puis refermé le tiroir du haut de la commode. Mais quelque chose retint mon attention. Le dressing n'était pas comme d'habitude. Un détail clochait. Un détail. Cette commode en merisier, elle n'était pas là où elle aurait dû se trouver, bien à sa place, au-dessus de ma planque. Non, elle était avancée de quelques centimètres, comme si quelqu'un l'avait déplacée. Mon pouce accéléra. C'était peut-être moi, la veille au soir, quand j'avais enlevé les flacons dans ma tentative désespérée pour me débarrasser des preuves. Sauf que je l'avais remise exactement à sa place, fidèle à une habitude paranoïaque, acquise au fil de ces années où j'avais essayé de me dissimuler le pire. Il était venu ici, dans mon dressing. Il avait... Alors je sus. Je déplaçai à mon tour la commode pour accéder aux lames de plancher désirées. À quatre pattes, je soulevai la première, puis la deuxième. La cachette que je venais de vider n'était plus vide. Elle contenait un carton à chaussures. Un carton, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, comme celui que j'avais encore la veille, ou comme celui que j'avais vu sur les photos de scènes de crime prises chez mon père. Je savais, avant même de le sortir de la planque, avant même de le poser par terre. Je savais ce que j'allais trouver à l'intérieur. Les horreurs indicibles qui attendent dans les cartons à chaussures les plus ordinaires, dissimulés sous le plancher d'un dressing. Le tueur à la rose chez moi, qui m'offrait des présents, qui m'avait apporté cette chose qu'il ou elle savait que je désirais entre toutes, et qu'il avait cachée dans un endroit dont personne, pas même ma sœur, ne connaissait l'existence. Je soulevai le couvercle, le posai sur le côté, et regardai avec épouvante 3 bocaux neufs, remplis de lanières de peau humaine, destinés à remplacer ma collection. Je poussai un hurlement, mais il n'y avait personne pour l'entendre. Chapitre 31. On est con, dit Didi. Qui ça, on? Toi et moi ou ton équipe? Demanda Alex. Tous autant qu'on est. D'accord. Alors en quoi est-ce qu'on est con? Il se trouvait sur le canapé du salon.
Didi était rentrée à temps pour coucher Jack, un rituel dont elle avait eu besoin après la journée intense qu'elle venait de vivre. Les pieds sur les genoux d'Alex, elle avait une grosse poche de glace sur l'épaule gauche. Pour commencer, on ne tient toujours pas notre assassin. J'espérais que ce serait le cas à l'heure qu'il est. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Oh, mais j'étais prête à faire usage de mes capacités de déduction, sans claquement de doigts ni rien. Tu me racontes les épisodes précédents? D'accord. Didi replaçait la poche de glace sur son épaule en même temps qu'elle mettait de l'ordre dans ses idées. Notre première question, c'était de savoir si Shanna était en communication avec un ami, un complice, un assassin à l'extérieur, et si oui, comment? Réponse: il y a peu de chance. Le principal indice suggérant qu'elle avait un complice à l'extérieur, c'était qu'elle avait l'air trop bien renseignée. Mais Adeline pense qu'elle est simplement plus observatrice que la moyenne. En gros, elle ne posséderait pas d'informations particulières, mais elle se servirait de son grand sens psychologique pour manipuler les autres. Elle aurait comme ça persuadé 3 surveillants d'aller au-devant de la mort. Des surveillants pas très recommandables, c'est déjà ça. Je vois. Mais si elle ne communique pas avec le tueur, quel lien y a-t-il entre eux? Question plus épineuse. Nous sommes de plus en plus convaincus que cette affaire a un rapport avec le meurtre de Donnie Johnson, il y a 30 ans. Adeline ne croit plus que sa sœur soit l'assassin. Je n'irai pas encore jusque-là, mais ce qui est certain, c'est qu'il s'est passé ce jour-là des choses qui ne sont pas apparues au cours du procès. Charlize Garzi a décroché le titre de plus gros naze de l'année en avouant qu'il avait sans doute envoyé son cousin se faire tuer. Tu veux rire? Comme je te le dis. Donnie servait de messager entre Charlie et Shanna. Donc, quand Charlie a estimé que sa petite amie était trop « Marie, couche-toi là » ou qu'elle lui fichait trop la trouille, je ne sais pas très bien, il a fait porter la nouvelle par son jeune cousin. Sympa. Charlie veut bien admettre qu'il est un connard, mais c'est quand même encore Shanna le monstre. Maintenant, écoute ça. En discutant avec sa mère d'accueil, nous avons appris que Shanna fréquentait 2 autres garçons. Le premier était un dealer d'une 20aine d'années, Shep. L'autre, un garçon de 17 ans qui vivait sous le même toit qu'elle, Samuel. Madame Davis avait surpris Shanna et Sam ensemble au moins 2 fois. Et d'après Charlie, Sam était très mordu. Elle papillonnait, mais lui la considérait comme son âme sœur. Oh oh, un adolescent meurtri. Reste que Shanna était apparemment la seule personne qui avait une raison de tuer Donnie. Malheur au porteur de mauvaises nouvelles. Didi haussa les épaules et regretta immédiatement ce geste. Melvin était très ronchon. Elle avait bien essayé de lui parler, mais son exilé intérieur faisait sa mauvaise tête. Peut-être parce qu'elle avait exagéré ce jour-là et s'était montrée un mauvais self. La vache, elle pensait des trucs de plus en plus débiles. Adeline dit que Shanna n'a pas tué Donnie, continua-t-elle, mais qu'elle a peut-être été témoin du meurtre. Ça aurait déclenché une crise psychotique qui aurait effacé le souvenir de cette soirée et aurait fait d'elle le bouc émissaire idéal. Mais Donnie n'avait pas d'ennemis, si, c'était un bon gamin. De la vie générale, la seule hypothèse que je vois, et ce serait cohérent avec ta théorie sur le désir de tuer le porteur de mauvaises nouvelles, c'est que le fameux Sam était encore plus niais que Charlie ne le croyait et qu'il ne s'était pas rendu compte que Shanna couchait à droite, à gauche. Il prend le raccourci par le bosquet de Lila et entend Donnie rompre à la place de Charlie. Mais ce qu'il entend surtout, c'est que Shanna avait un autre petit ami, et ça le met dans une rage folle. Est-ce que quelqu'un d'autre a vu Sam ce soir-là? Tempéra Alex. Des témoins qu'il aurait aperçus rentrant chez lui couverts de sang, la mère d'accueil qui aurait retrouvé des vêtements ensanglantés? Rien. Alors que Shanna marque des points dans tous ses secteurs de jeu. Encore une fois, je la verrais bien dans le rôle de la coupable. Et cependant... Excellent. J'adore les cependant dans une enquête. Je crois qu'il nous manque encore un élément d'information sur ce qui s'est passé il y a 30 ans. D'où mon problème. Parce que je ne peux pas savoir ce que j'ignore, tu vois. Mais tu posais une bonne question l'autre soir. Je te remercie. Pourquoi maintenant? Quel est l'événement déclenchant? Shanna est enfermée depuis 30 ans, Harideh mort depuis 40.
Pourquoi cette folie soudaine? Et la réponse? Je crois que c'est Charles Garzi. Il a décidé d'écrire cette connerie de bouquin sur le meurtre de son cousin, pour libérer sa conscience apparemment. Et résultat, il a remué la vase. Ce qui a donné des idées à quelqu'un. Quelqu'un qui, sans t'avoir jamais rencontré, a choisi de te pousser dans les escaliers? Je ne peux pas savoir ce que j'ignore, lui rappela Didi. Intéressant comme alibi. Est-ce que des souvenirs te sont revenus? Non. Elle se massa le front. Juste la berceuse préférée de Jack. Un bébé dans un berceau, dans un arbre tout en haut. Malgré elle, elle se mit à la fredonner. Ça tourne en boucle dans un coin de ma tête, comme une chanson qui ne te lâche plus une fois que tu l'as entendue à la radio. Mais je ne crois pas que ça venait de la radio. Je la chantonnais et ensuite, un bruit. J'ai entendu quelque chose. Alors j'ai dû... Quoi? Peut-être me retrouver nez à nez avec le tueur. Mais j'avais mon arme à la main, non? Je n'ai pas pu dégainer pendant que je tombais. Je l'avais déjà à la main. Donc j'ai bien vu quelque chose ce soir-là. J'ai participé à une sorte d'affrontement. Mais plutôt que de fuir, l'assassin a préféré me donner une violente poussée. Alex lui adressa un sourire compatissant, lui massa les pieds. « Comment va Melvin ?»« Oh, on s'habitue l'un à l'autre. L'enquête a au moins le mérite de me distraire. Je sais qu'on ne me donnerait jamais l'autorisation de reprendre le service maintenant, mais Alex, je te jure que si je n'avais pas cette affaire pour m'occuper l'esprit... » Elle repensait à ce qu'il lui avait dit, à ce léger parfum de reproche. Ce n'était peut-être pas de sa faute si on l'avait poussé dans les escaliers, mais ses actions depuis l'accident avaient contribué à faire entrer un assassin dans leur intimité. Alex lui sourit, ses yeux bleus plissés pleins de compréhension. « Tu es comme tu es, tu fais ce que tu fais, et tu es plus forte que tu ne le crois. » C'est du Winnie l'ourson dans le texte? Hé, figure-toi que j'aime bien notre ami tout petit, tout doux, tout rond et tout mignon. Que crois-tu que Jack et moi fassions de nos après-midi de liberté? Elle leva les yeux au ciel. Il sourit de nouveau, et un instant, la vie fut belle. D'accord, revenons à nos moutons, dit Alex. Ce tueur, homme ou femme? Vous vous êtes fait une religion? Elle grimaça. Pas facile. Les statistiques plaident pour un homme, Shanadé mis à part. Rares sont les meurtrières qui se livreraient à de telles mutilations post-mortem. Mais comme Shanadé est dans le coup, on ne peut plus répondre de rien. L'usage du chloroforme me fait pencher pour une femme, dit Alex. Sans compter que les femmes éveillent moins les soupçons. Surtout quand elles se promènent dans un quartier tard le soir ou qu'elles rendent visite à une vieille dame cancéreuse. Ça expliquerait peut-être que notre tueur ait réussi à passer inaperçu. C'est vrai. Mais quel serait le mobile? Il me plaît bien, le frère d'accueil, Sam. Il a eu une relation avec Shanna. Il tenait à elle. De son côté, Shanna n'a pas, et n'a semble-t-il jamais eu, de petite copine. La seule femme de sa vie, c'est sa sœur. Alex la regarda. Tu veux dire celle avec qui elle partage le même bagage génétique homicide et qui, en plus, a fait des études de médecine pendant lesquelles elle a dû manier le bistouri? Celle-là même. Vous vous êtes renseigné sur elle? À ton avis, elle fait pratiquement partie de l'équipe d'enquêteurs. C'est tactique. Sois proche de tes amis et encore plus de tes ennemis. Elle a des alibis pour les soirs des meurtres? Non. Phil a posé la question, mais elle passe l'essentiel de ses nuits seule. Autrement dit. Didi haussa les épaules, grimaça une nouvelle fois. Il est possible qu'Adeline soit impliquée. Supposer le contraire serait naïf de ma part. Mais je crois qu'elle aussi essaye de comprendre ce qui se passe. J'ai l'impression que sa sœur est une énigme à ses yeux, autant qu'au nôtre. Sauf que, dans son cas, c'est plus douloureux. Shanna est la seule famille qu'il lui reste. Et même si elle donne bien le change avec ses discours de psy, c'est clair qu'elle est vulnérable quand il s'agit de sa sœur. Elle voudrait avoir une relation avec elle, même si la clinicienne en elle comprend que ça n'arrivera jamais. Shanna en est incapable.
D'ailleurs, rebondit Didi, si on imagine que tout ça a un rapport avec le meurtre de Donnie Johnson. Adeline n'était pas dans les parages à l'époque. Elle ne savait même pas ce qu'était devenue sa sœur. Pourquoi des meurtres aussi atroces? Si l'objectif est d'étouffer un crime vieux de 30 ans, pourquoi des mutilations post-mortem? Didi n'eut pas besoin de réfléchir. La réponse lui vint instantanément, surgit d'un coin de sa tête. Parce que c'est une mise en scène. Pardon? Une mise en scène. La rose, le champagne, les menottes, le cadavre écorché. L'assassin attire notre regard sur ce qu'il veut que nous voyions, pour que nous ne fassions pas attention aux autres détails. Au fait que les victimes étaient endormies, par exemple, et que leur mort a été rapide. Il ne s'agit pas de crime passionnel ou sanguinaire. C'est calculé, mis en scène. Franchement, je commence à me demander si les 2 premiers meurtres n'étaient pas simplement un écran de fumée visant à couvrir le meurtre de Janet Sgarzi, pour donner l'impression qu'elle n'était que la énième victime d'un tueur en série, et non sa principale cible. Mais elle était déjà en train de mourir d'un cancer. Peut-être pas assez vite. C'est maintenant que Charlie pose ses questions, pas plus tard. En tout cas, je peux te dire qui est le grand gagnant de cette histoire, dit Alex en soupirant. Il retira les pieds de Didi de ses genoux pour se lever. Qui ça? Harry Day. Grâce au blog de Sgarzi, qui fait le rapprochement entre lui et le tueur à la rose, les chaînes d'infos rivalisent pour ressortir du placard tous les détails de son parcours criminel. Lui qui était tombé aux oubliettes, voilà qu'il refait les gros titres. Pas mal pour un type mort depuis 40 ans. Didi le regarda. Quand je te disais qu'on était cons. Elle s'extirpa du canapé, mouvement douloureux pour son épaule qui mit Melvin d'encore plus mauvaise humeur. Mais il allait falloir qu'il se fasse une raison parce qu'elle avait besoin de sa tablette, tout de suite. Alex alla chercher un verre d'eau à la cuisine. Lorsqu'il revint, elle était en train de taper « Objets à vendre assassin » sur Google. 4 sites apparurent. Elle choisit le premier de la liste et fit défiler la page. Alex se posta derrière elle, alors qu'elle était encore plantée au milieu du salon. « Qu'est-ce que c'est que ces horreurs ?» demanda-t-il. Sur la page s'affichaient des images de crânes, de poignards ensanglantés et de rubans de police jaunes. Un site qui fait commerce d'objets liés à des meurtriers. Des tueurs incarcérés rédigent des lettres, peignent des tableaux, pour que d'autres gens les refourguent à des collectionneurs. Quand celui qu'on appelait le rôdeur du soir est mort l'an dernier, sa cote a triplé pendant 1 mois. Tu vends ou tu achètes? Je fais du lèche-vitrine. Regarde-moi ça. Une lettre d'aveu manuscrite de Gary Ridgway, alias le tueur de la Green River. 100% authentique, d'après le vendeur. Ou encore ça. Une lettre de Jodi Arias, détails pornographiques inclus. Tu te rends compte? C'est mis en vente à 6 000 $ par un vendeur japonais noté 5 étoiles. Alex fit une mine dégoûtée. Tu plaisantes? Il faut se rendre à l'évidence. Internet n'est rien d'autre qu'un immense centre commercial. Comme ce genre d'article est interdit sur eBay, on peut être sûr qu'il trouvera un autre débouché. Une confession signée, une œuvre d'art originale, des cartes de Noël, lisait Alex par-dessus l'épaule de Didi. Une dizaine de cartes personnalisées, confectionnées par vos tueurs préférés. Parce que personne ne dit Joyeux Noël comme Charles Manson? Comment est-ce qu'on peut même se procurer des trucs pareils? Voyons voir. Didi continuait à surfer. D'après ce que je lis, un grand nombre de ces marchands ont noué des liens avec les assassins en question. J'imagine qu'on établit d'abord une relation de confiance et qu'ensuite on demande des cartes de Noël personnalisées. Mais les condamnés n'ont pas le droit de tirer profit de leurs crimes, donc ils n'ont rien à y gagner. Pas de l'argent, mais du temps, de l'attention, une distraction. D'après Adeline, l'ennui est un problème majeur quand on est enfermé à vie. Peut-être que c'est l'avantage qu'en retirent ces tueurs. Quelqu'un correspond avec eux régulièrement, et ça leur donne un petit but pour la semaine.
peindre tel portrait, confectionner telle carte. Je ne sais pas, tout ça me donne envie de vomir. Attends une seconde, on y est. Harry Day. Elle cliqua sur son nom, et une nouvelle page s'ouvrit. 2 articles, annonça-t-elle. Le premier est présenté comme une lame de plancher de sa maison de l'horreur. L'autre est une facture rédigée de sa main et donnée à un voisin pour une bibliothèque sur mesure. Il était menuisier, tu te souviens? Et maintenant, regarde un peu, dit Didi en touchant l'écran. Le prix de la facture est monté de 10 à 25 $. Mais la championne, c'est la lame de plancher, qui est passée de 100 à 2000 $ en 4 heures. Voilà un vendeur qui doit se frotter les mains. Une lame de plancher de chez Harry Day. Un vieux morceau de bois, tu veux dire. Alex était sceptique. Comment le vendeur peut-il garantir l'authenticité d'un truc pareil? Ça pourrait être la première planche venue. Le site recommande aux acheteurs d'être vigilants, mais dans ce cas précis, le vendeur affirme que l'article sera livré avec la fiche du registre des scellés qui en donne une description détaillée. Tu veux dire que certains de ces objets viennent de chez nous? Des services de police? On dirait bien. Ça expliquerait le rapport d'autopsie que j'ai vu à vendre en page d'accueil. Quelle horreur! Alex en était malade. Souviens-toi que je fais juste du lèche-vitrine. Mais elle ne pouvait pas lui donner tort. C'est une chose de contraindre un assassin à griffonner un autoportrait, mais bon nombre d'articles du catalogue semblaient clairement contrevenir aux droits des victimes et aux règles du système pénal. Des photos de scènes de crime, un rapport de légiste. Pour un policier, cela tenait du sacrilège. Peut-être des objets fauchés par des agents mécontents, raisonna-t-elle à voix haute. D'anciens agents, j'espère, parce qu'il y a des trucs qui puent vraiment là-dedans. Mais Harry Day s'est suicidé, non? Pas d'arrestation, pas de procès, pas de séjour en prison. Donc ces anciens agents ne devraient pas avoir grand-chose à mettre sur le marché, et il n'y a plus moyen de faire ami-ami avec le tueur. Bien vu. D'ailleurs, je n'ai trouvé que 2 articles, alors que d'autres assassins en ont des dizaines. Elle s'interrompit, réfléchit. Autrement dit, si vous êtes une des rares personnes à posséder un objet en lien avec Harry Day, c'est votre jour de chance. La valeur de votre stock vient de prendre 3000%, et étant donné les sommets qu'atteignent certains prix, elle regarda Alex. Si on imagine que notre tueur possédait un trésor d'objets liés à Harry Day, peut-être qu'il ou elle avait un motif financier de remettre Harry Day sur le devant de l'actualité. Est-ce que ça pourrait être aussi simple que ça? Le mobile que nous cherchions serait l'appât du gain, le fric, tout bonnement. Alex réfléchissait. Mais qui serait en situation de posséder des souvenirs personnels d'un tueur mort et enterré depuis 40 ans? Ses héritières. Cela dit, Shanna et Adeline n'étaient que des enfants, et la maison a probablement été vendue aux enchères. Peut-être qu'on a mis l'argent de côté pour couvrir leurs frais d'entretien ou financer leurs études, et il se peut qu'on leur ait gardé des objets personnels. Une assistante sociale ou même le procureur? J'ai déjà vu faire ça dans des cas où un enfant en bas âge était le dernier survivant. Est-ce que la mère d'accueil aurait parlé de quoi que ce soit? Non, et je ne la vois pas conserver le moindre effet personnel de Shanna, pas après ce qui s'est passé. Adeline affirme qu'elle s'est tenue à l'écart de l'héritage paternel. Elle a parlé d'un dossier que son père adoptif avait constitué pour elle, mais pas d'objet de famille. Conclusion? Ce n'est ni Shanna, ni Adeline. Impossible. Mais imaginons... Didi se tourna vers Alex. Et si Shanna, l'aînée, avait autrefois possédé certaines affaires de son père? Des objets qu'elle aurait trimballés de famille d'accueil en famille d'accueil. C'est elle qui lui vouait un culte. Que serait-il devenu? Elle les aurait donnés à un ami, un amoureux, ou alors quelqu'un connaissait leur existence? Elle s'était vantée ou confiée à quelqu'un du quartier, lequel, quand la police l'a embarquée, a fait main basse sur les objets qui se trouvaient dans sa chambre. Vite, regardons les autres sites.
Didi ressortit les adresses des 4 sites de vente incriminés et leurs divers catalogues. Le deuxième ne proposait pas le moindre article lié à Harry Day, mais ils firent bonne pioche avec le troisième. 2 lettres, soi-disant des mots doux de Harry à sa femme. Les 2 étaient passés de 20 $ à plus d'1 millier dans la journée. « Si tu essayais de sauver quelque chose à l'intention des filles de ce couple, murmura-t-elle à Alex. Ce serait le genre de document que je mettrais à l'abri, reconnut celui-ci. Elle cliqua sur le vendeur, mais au lieu d'un nom, elle tomba sur une série de chiffres aléatoires associés à un compte Gmail. « Il ne veut pas être identifié, » dit Alex. « Si je voulais commercer avec des gens obsédés par les tueurs en série, j'en ferais autant. »« Tu pourrais remonter la piste pour moi ?» implora Didi. « Je peux demander à Phil de soumettre ça à nos experts, mais tu sais qu'on perdrait au moins 24 heures. Alors que, si j'ai bonne mémoire, tu as un copain à l'école de police. Ce qu'on fait de mieux en matière d'investigation numérique. Allez, ça marche. » Alex appela son collègue. Étant donné l'heure tardive, Dave Mateski était chez lui. Alex lui donna l'adresse. Mateski fit ce que font les experts en informatique, et à peine quelques minutes plus tard, ils avaient un nom. Samuel Hayes, l'ancien frère d'accueil de Shanna. Nom de nom, dit Didi avant d'appeler Phil.